Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. J'aime trop ce moment. Bon. Comment vous dire que aujourd'hui c'est une émission spéciale. C'est la deuxième partie, le match retour. Vous allez comprendre. Mais avant toute chose, je vais présenter mes deux élèves. Ils ne sont que deux aujourd'hui parce qu'on avait besoin qu'il y ait du monde autour de cette table, du monde pour participer à ce débat. Barberiche, comment vas-tu? Ça va, mais aujourd'hui, je crois que je vais être calme parce que j'ai un de mes grands frères là à côté. Ça veut dire, je vais pas trop pouvoir. Non, pardon, c'est un expert. Très bien. Bouba, comment vas-tu? Les bas et les airs, Jong, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, et je suis content. Aphrodisiaque, j'ai signé l'album. Yes. La rue, Yes. c'est mon morceau, mon frère. Gros big up à celui qui n'est pas toujours là, Chouga Choug. Et ta vibe à la fin, là. Yes. C'est chaud. Ah putain, tu m'as remis dans quelque chose. Ah là, je te remets dedans. Très bien. Bon. Nous allons présenter nos invités, mais avant, je vais pas faire comme d'habitude. Avant de présenter les invités, je vais donner le nom du thème d'aujourd'hui pour que vous compreniez pourquoi cette table. Le R&B est-il mort? Normalement, tu suis la récré, tu dis, mais ils l'ont déjà fait. C'est la partie 2, mon gars. Tout n'a pas été dit la première fois. Donc là, on revient avec un autre parterre d'invités tout aussi prestigieux. Et je vais commencer par Selena, parce que c'est une femme. Parce que c'est à cause d'elle qu'on est là. Moi, je reste. Selena, comment vas-tu? Trop bien, franchement, j'ai de la chance 2 fois. Toi, tu es la seule qui était là sur les 2 plateaux. Ah ouais, je suis fière, franchement. Je suis très flattée d'être revenir. Donc, Selena qui représente Throwback Music. Exactement, c'est moi. Une page incroyable sur Oh, Instagram. Avec Merci. des vidéos, des trucs, des archives. Venant de toi, Et ça me touche. Vraiment, à chaque fois que je vais sur ta page, je suis là, ah ouais. Merci. Ah ouais, la chemise qu'elle avait mise. Aujourd'hui, on peut plus mettre ça aujourd'hui. Mais si, tout revient. C'est Mais vrai. Merci. Donc voilà, content de te Moi recevoir. aussi, très contente. On reçoit un chanteur, un mélodiste de renom. Quelqu'un qui, vraiment, quand il chante, il y a une vibe incroyable qui se dégage. Et je tiens à rajouter que je veux le nom de son coiffeur, même si je n'ai plus de cheveux. Parce que ses contours sont incroyables. Concept comme un quinoa, le nom du coiffeur. En plus, je le sais parce que je l'ai vu sur ta page Instagram. Ah ben c'est parfait. Parfait. La pub est bien faite. Parfait, ben, La c'est pub carré. est bien Très faite. très très bien Nous fait. recevons monsieur Jason Samba. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. L'ancien. Content de te recevoir. Ouais. Le gars est frais comme des glaçons. Le Le bling, tout le- Non, Obligé, mais parce que t'es obligé. il y a des gens qui oublient que quand vous chantez l'amour, tout ça, là, faut donner aussi envie. Faut être frais. C'est important. Ça va avec C'est la important, musique, ça c'est la va avec. culture. Tu le fais bien. C'est important, merci, ça fait plaisir. J'ai fait une erreur tout à l'heure quand j'ai dit il n'y avait que Selena qui avait fait les 2 plateaux. C'est faux. Il t'a regardé, hein. Ziak. Ziak. Mais dis quoi même? Dis quoi même? Un autre chanteur, mélodiste de renom aussi. Par contre, si tu veux le battle en danse, mon gars, en disant oh, c'est un chanteur, je veux le fumer. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Il est danseur aussi. Il veut te fumer. Attention. N'essayez pas, je suis à la retraite. N'importe quoi. L'homme s'appelle VR. On peut l'appeler LL Cool V parce que les filles adorent VR. Ladies love Cool V. On est content de te recevoir, VR. Comment vas-tu? Content d'être de nouveau dans la cour, fort comme il faut. Ouais. Très bien. Yes. Je continue mon cercle. Avec un chanteur. Belle voix. Les filles, pour vous aussi, belle gueule. C'est important, c'est important. Si tu connais le R&B américain, c'est le sosie officiel de Tank. J'avoue. Si tu connais lui, tu sais. Ah, trop fort. Bref, bête de chanteur, expert en R&B, et il va venir discuter de tout ça avec nous. On reçoit Joey Mata. Comment vas-tu?
Ouais, bah, plaisir d'être là, hein. Content d'être là avec vous. Ça faisait super longtemps que j'avais pas croisé vous tous en fait. Très bien. Tu viens de sortir un projet? Qui sort bientôt d'ailleurs. Ouais, il sort. Ouais, non mais comme on enregistre. Ah ouais. Oui. Le projet s'appelle? Introspection, chapitre 1. Très bien. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres morceaux qui sont prêts pour la suite, les autres chapitres. Exact. Ok. Notre dernier invité, Attention. pas des moindres, Voilà. pionnier, légende, la partie d'un groupe qui s'appelle Aphrodisiaque. Tu connais, Ouais. si tu connais pas, va faire tes devoirs. Lui-même en solo, il a fait plein de choses. R&B, zouk, et là, il est polyvalent. Une voix, un flow, une écriture. On reçoit Monsieur LS. Ouais. Eh ben, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Je crois que là, on a une belle table, on va pouvoir parler de R&B correctement. Ouais, c'est bagarré, yes. Ouais. Donc, Il va comme pas je l'ai falloir dit tout à l'heure- bégayer. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas pu dire tout ce qu'on pouvait dire sur la première partie. Donc, on revient toujours sur ce thème. Le R&B est-il mort? Non, Non, il sera jamais mort. non. On voit un verre. Non, il est pas mort, comme j'ai dit la dernière fois, il est pas mort. Et Barbu, il disait lors de la première émission, est-ce que l'afro n'a pas tué le R&B? Je dirais pas qu'il l'a tué. Je dirais qu'il a pris sa place, comme le zouk. Non, l'afro n'a pas sauvé. Non, t'as dit tuer, je crois. Je crois que t'as dit tuer, pas sauver. Je crois que c'était sauvé. Vous êtes sûr? Ouais, Oui. sauvé. Sauvé. Et je crois que ça a Sauvé. sauvé Oui, je un peu le crois aussi. R&B. Il a... Ah oui, Nous, sauvé. on pense que peut-être que c'est l'inverse, J'ai- mais je sais j'ai- pas, mais toi j'ai c'était mal- ça. J'ai mal révisé. Je dirais pas qu'il a sauvé, il l'a remplacé comme le zouk l'a remplacé. Et ça aide pas le R&B en vérité. Tu vois, culturellement, comme je le dis souvent, mais on a du mal à le comprendre, culturellement, moi je dis que notre R&B à nous les Français, c'est le kazoo. Donc je trouve normal que culturellement les gens se tendent plus vers l'afro ou le kazoo, parce que ça fait partie de notre culture. Mais le R&B existe toujours en fait. Il est toujours là, sauf qu'il y a deux courants qui ont pris sa place de Ouais. manière culturelle. Ouais, c'est plus ça. Comme le R&B n'est pas notre musique de base, tu vois, culturellement ça ne nous appartient pas, c'est normal qu'il soit un petit peu effacé et qu'il ait du mal à faire sa place. Mais le Donc, rap, voilà c'est trop pas, ce que je veux c'est pas dire. notre musique de base, c'est Ouais. pas notre culture. Mais la Pourtant, France l'a c'est plus bien adopté. implanté. Bah, Pourquoi il n'y a pas eu ça avec le R&B? tu vois, comme tu disais, lors de la première émission, tu as parlé de HIP-HOP. Ouais. Tu as eu la danse qui est arrivée et tu as eu le rap qui a suivi derrière. Ouais. Je pense que si derrière il y avait eu une émission R&B, ça se serait implanté de la Mhm. même manière. En fait, cette émission-là, elle a permis comment dire, Mettre des bases. de mettre des bases et c'était pas un semblant de culture, mais ça s'est implanté Ouais. pratiquement en même temps que là-bas, on va dire. Mhm. Tu vois, donc ça a été, le rap a été culturel tout de suite, la danse a été culturelle tout de suite. Mhm. Mais au niveau du chant, on avait la variété et on avait le zouk. Tu vois ce que je veux dire? Culturellement, on a tous écouté du zouk, tous. Et en fait, ce qu'on disait aussi, parce qu'il y a quelque chose d'important, en tout cas, qu'on a dit dans la première partie, c'est que pour que quelque chose existe, parce qu'on avait pris ton exemple par rapport à HIP-HOP, c'est-à-dire que quand tu as vu HIP-HOP, c'est là où tu t'es dit, ah, il y a quelque chose qui existe. Ouais. Pour que quelque chose existe, il faut que déjà on le voit, et il faut qu'il y ait des succès. Exact. Je parle pour que dans la conscience collective, ça existe. Mhm. Et en fait, pourquoi nous, on a eu l'idée de ce thème-là, c'est que pendant un moment, il n'y avait plus de succès de chanteurs ou de chanteuses. Mhm. Donc c'est pour ça que la question arrive en disant, même si on sait que dans l'underground, forcément, il y a des résistants, Mhm. mais Fortement. c'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce que le R&B est mort? Parce que, vu qu'il n'y avait pas de succès commerciaux, Mhm. du coup, on pouvait se poser cette question. Et après, je me rappelle que moi, j'ai dit que, par exemple, donc pour moi, il n'est pas mort, hein, Mhm. que Dadju, Mhm. avec Gentleman 2.0, Mhm. quand il arrive, pour moi, il relance Il toute la relance machine. le truc. Franchement, il n'y avait Moi, je suis rien. totalement Il y avait rien, d'accord c'était avec néant. ça. Ouais, il relance. Moi, Il relance. personnellement, je suis totalement d'accord. Moi, je pense que le R&B, il est pas mort, il est juste revisité.
Et ça fait déjà depuis, comme tu as dit, depuis 2017 que le R&B il est plus que vivant. C'est juste que c'est plus le même R&B que dans les années 2000, par exemple, même au niveau des tempos, tout ça, c'est juste différent. Mais quand tu prends, par exemple, un Reine de Dadju, c'est une guitare-voix, c'est du R&B. Tu prends Ma vie de Dadju aussi, c'est un R&B. Tu prends même Taïk. Taïk, c'est encore pire, c'est du pur R&B. Moi, je prouve, c'est du pur R&B. Donc, moi, quand on dit qu'il est mort, c'est juste qu'il n'y a plus cette manière de. En fait, le R&B n'est plus considéré comme avant. C'est juste ça. J'ai l'impression qu'en termes de marketing, il est même plus cité. On ne veut plus en entendre parler exactement. Quand tu parles de Taïk, ouais. Toi, tu parles d'avoir du succès. Taïk, il a du succès. Bien sûr. Mais il est étiqueté Afro-Love. C'est vrai. Exactement. C'est pas R&B. En fait, c'est ça. Alors que quand tu écoutes l'album, oui, il y a des morceaux afro, mais il y a des morceaux C'est vrai que moi, je vais le catégoriser R&B, mais c'est vrai que dans les médias c'est Afro-Love. traditionnels, Ouais, ouais. parce que c'est l'Afro-Love qui est mis en avant de Taiki. C'est ces morceaux Afro-Love, c'est pas ces morceaux R&B. Je pense que si c'était ces morceaux R&B qui étaient mis en avant, on les étiqueterait Si, R&B. quand même. Il y a certains morceaux de Taïk qui. Les succès de Taïk, ça a été justement les morceaux pas afro de base. Enfin, aux yeux du grand public. Mais les réels succès qui ont fait de lui ce qu'il est, entre guillemets, son ADN, c'était des morceaux R&B, tu vois. Comme lesquels? Même un Room 69, par exemple, tu vois. Ouais, mais Room 69, c'est récent. Oui, mais c'est récent, mais c'est du R&B, c'est pas de l'afro. Oui, mais c'est ce que je te dis. Justement, C'est pas ce qui est il mis est en passé avant. par la case hit afro D'abord. pour revenir, pour proposer du Room 69 aujourd'hui. Ça, bon, sans s'étaler par rapport à l'artiste, vraiment, quand tu prends Moi je prouve, c'est le plus gros, c'est le premier vraiment hit, tu vois, qui a mis vraiment d'accord les gens de Taïk. C'est Moi je prouve. Mais deux baraques. C'est le morceau de baraque. Non, mais Barak il intervient au refrain, tu vois, Oui. frérot, mais celui qui, quand t'entends Moi je prouve, tu penses pas à Barak, tu penses à Taïk, tu vois ce que je veux dire. Et c'est du pur R&B. Et c'est ça qui a vraiment relancé. Un morceau là qui s'appelle Le Miel, c'est quelque chose. Mais c'est du slow jam, c'est slow jam. Le Miel, tu vois. Mais je suis d'accord, c'est ça. Donc en gros. moi, je dirais même que ça s'apparente plus à du D'Angelo. Ouais. T'as capté, c'est ça, D'Angelo, tu vois. la chanson Entitled. Ouais. Exactement. Moi, How does it feel? j'avais une question à Jason. En fait, Ouais. tu vois, quand tu dis le R&B, il a pris différentes formes. Moi, j'ai jeté une oreille à ce que tu fais, rapidement. Et la plupart du temps... Encore ralentir encore. Tu vois, non, parce que... Bon, tu vois. Ouais. Non, j'ai jeté, Ouais. déjà, j'aime bien. Merci, c'est gentil. Déjà, j'aime bien. Mais maintenant, je vais te demander est-ce que tu considères que ce que tu fais, ça s'apparente plus au kazoo et que c'est du kazoo ou c'est du R&B pour Non, toi? c'est du R&B dilué. Tu vois ce que je veux dire? Mec, En fait... vas-y. Ouais, non, dis-moi, continue. Parce qu'en fait, je me dis, quand on fait une musique, normalement, on fait le style de musique concerné. Moi, quand j'écoute ce que tu fais, musicalement, pour moi, c'est du kazoo. D'accord. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on dilue du R&B dans du kazoo sans faire du kazoo? Ben, regarde, c'est simple. T'as vu, le style, il s'apparente pas forcément qu'à l'instru. Tu vois, le style R&B, ça peut être au niveau des top lines. Par exemple, t'as vu, moi, il y a un son à moi qui s'appelle Addict, tu vois. À un moment donné, je fais un clin d'œil et je rends hommage à Joe, I Wanna Know, tu vois. Et je reprends une même top line. C'est du R&B. Tu vois, Je suis pas d'accord. c'est du R&B, sauf que la cadence, elle est kazoo. C'est pour ça qu'en fait, c'est un mélange. C'est comme par Je suis pas exemple, d'accord. il y a deux types de R&B. Je serais obligé de te Pourquoi couper à t'es ce pas moment-là. d'accord? Pour quelle raison? Je vais te prendre justement l'exemple que tu viens de prendre. Michael Jackson a samplé, entre guillemets, Manu Dibango. Maman, c'est maman, ça, maman, ça. Il l'a mis dans la pop, entre guillemets. Est-ce que ça fait de la chanson de Michael Jackson? Un morceau afro. Est-ce que ça fait du Makossa ou un en fait, morceau afro? ça a une influence. Oui, mais on peut pas appeler la chanson que Michael Jackson a fait du Makossa. C'est ça. Non, moi, je suis d'accord avec toi. En allant dans ton sens, en allant dans ton sens, c'est-à-dire parce que tu as samplé Joe,
Donc Ça ça devient fait du que. rap. Non, la après, chanson en fait, que tu as- en gros, c'est pas parce que j'ai samplé Joe, c'est même au niveau des top line. Tu vois ce que je veux dire? T'as Demain, repris le tu même mets, flow. demain, comment je On a pose, déjà eu ce truc, ce débat. demain, comment je pose, demain, comment je pose, tu prends un son R&B, ça va coller, tu vois, la manière dont je fais la top line. En fait, je pense que j'ai affaire à des puristes. Non, voilà. Là, c'est non, j'ai affaire à des Parenthèse, Il y a un mur, il y a quelqu'un qui va être content. La dernière fois, j'ai parlé de la maladie de Charcot et la maladie de Resco. Ça, là, c'est la maladie de Resco. On est en plein dedans. Ça veut dire que, frérot, Ouais. demain, là, Mm. tu prends un son polka. Tu poses avec une manière R&B. Est-ce que le morceau de polka, là, devient du R&B? Ah. Ça reste de la polka, sauf que toi, tu as ton ADN. Ça veut dire Ouais. qu'un rocker qui va poser sur un kazoo, il va poser rock. Il ne pourra pas devenir zouker sur le son. Tu Mais- vois ce que je veux dire? C'est pas une question de purisme. C'est vous qui mélangez les genres et vous décidez que ça devient ce que vous avez décidé. Mais du zouk, c'est du zouk. Et on a une personne qui est là, qui l'a fait avant vous, ça. Et ça restait du kazoo. Ça veut dire que lui, il est R&B. Et ce qu'il a fait, c'est du zouk. Donc ça aurait dû être le À un premier moment, à dire... on parlait- si, à un le moment, on R&B. parlait de Zouk R&B. Bah oui, Mais c'est si du du zouk R&B, je veux bien. Mais c'est du zouk. Mais fait, le pas qu'il me R&B, dise que c'est c'est ni du le R&B. zouk ni du R&B. Mais si, il y a c'est Non, les deux en même C'est temps. les deux, donc Ouais. c'est pas un. Donc c'est C'est un pas- des deux déjà. Mais Non, c'est comme c'est si les tu deux. dis, mais Après, quand t'es c'est les métis, quand t'es métis, par exemple t'es Khmer français, t'es les deux en même temps, t'es pas rien du tout. Oui, donc je T'as peux pas capté, être- donc c'est pareil. Non, ce sont des influences. Un argument, Ce sont des influences. Non, ce sont des influences. Moi, je suis Mais en fait, Alors, quand- Il y en a partout là. Ouais, ouais. Ce sont des influences. Non, bien sûr, vas-y, l'ancien. Moi, si je Vas-y, peux dire dis-moi. quelque chose, en fait, tu sais, c'est compliqué parce que, je sais pas, j'essaie d'être le plus objectif possible Ouais. et je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe en France? C'est vrai qu'on a comparé avec le rap et tout ça. En France, on a eu des hits rap et underground et grand public. Voilà. Ça c'est la vérité. Bien Donc sûr. ça veut dire que les gens, tout le monde a pu se Ouais. dire, voilà ce qui est le rap. Voilà. Le rap, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire que exactement. quand, je sais pas, là je vais citer, aller au hasard, le pouvoir je sais pas le pouvoir, aller le monde de demain de NTM, Ouais. il n'y a pas un mec de l'underground ou pas un mec de la pop qui va tergiverser, il va dire ouais non mais c'est pas ceci, c'est du rap. En fait c'est ce qui s'est passé et je pense que ça a été bénéfique pour le rap parce que à partir de là, toute une génération, plein d'artistes ont commencé à faire du rap et leur exemple français en tout cas, ça a été par exemple ça. On est d'accord. Maintenant, il y a plein de groupes de rock qui le disent, parce que l'Obispo, il le dit, j'adore Joey Star, etc., etc. Des fois, il va mettre un petit truc de rap par-ci, par-là, mais bon, sa musique, ça reste de la pop. Maintenant, nous, dans le R&B, c'est vrai ce qui a été difficile, en tout cas, ce qu'on a appelé, nous, le R&B, parce qu'il faut savoir qu'en vérité, nous, on peut vous le dire, quand on débutait, les gens eux-mêmes, les magazines, les télés, etc., eux-mêmes n'arrivaient pas à définir notre musique. Ça veut dire qu'on disait rien du tout, et ils disaient, c'est de la new soul teintée de R&B, c'est du R&B teinté de soul, c'est de trucs teintés de... Ils n'arrivaient pas à définir. Quand tu allais à la FNAC à l'époque, il y avait un rayon même, ça s'appelait New Jack. Tu avais un rayon, ça s'appelait soul. Tu avais un truc. Moi, j'étais avec un pote ricain à la FNAC, il comprenait rien du tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il disait, qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? Tu comprends? Ils se disaient, nous, la musique noire, c'est du R&B. Mais même les Américains ont eu ce problème. Au départ, ça s'appelait, je sais plus comment ils l'appelaient, la première musique noire. Il y avait des termes en fait, tu vois. Après, ils ont mis soul, gospel, etc. Mais avant, ça s'appelait Negro, je sais pas quoi. Même avant, en fait, il y avait Negro spiritual, mais il y avait un terme de musique qui n'était pas le Negro spiritual. Il y avait un autre terme qu'ils avaient défini. Bon, bref, après, la motard a changé, tout ça. Donc, ce problème de dénomination comme ça de musique, ça a toujours été un problème. Maintenant, nous en France, en vérité, ce qui est marrant, c'est que nous, on a créé une musique. Même nous, quand on a fait du R&B, moi, je dis, ok, je fais du R&B, ok. Mais c'est les gens qui définissent comme ils veulent. Ça veut dire que si les gens me disaient, non, tu fais de la soul, moi, je me souviens des gens on faisait beaucoup de live à l'époque, et il y a des gens qui disaient, non, mais en fait, comme vous faites du live, bah, c'est de la soul. N'importe quoi, en fait. Tu sais, c'est des trucs que, bon, on peut pas savoir. Mais maintenant, c'est la particularité, moi, ce que je remarque, en tout cas, parce que j'ai fait l'expérience justement avec le zouk, c'est qu'en France, en fait, on a des influences. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en vrai, notre façon de chanter, ça va être ce qu'on a le plus écouté, même les Voilà, c'est rappeurs. ça. C'est ce qu'on a le plus écouté. Donc, si tu as écouté beaucoup de funk, moi j'ai écouté beaucoup de funk, beaucoup de jazz, beaucoup de ceci. Ça donne un espèce de truc qui, on va dire, c'est du R&B. C'est du R&B. Voilà, c'est du La rythme. funk fait partie du... Ouais, Voilà, c'est la façon de clair. chanter, c'est ça. Mais maintenant, dans les influences qu'on a, Afrique, Antilles, tout ce que tu veux, C'est mélangé, tout est... ou même musique arabe, même tout ce que tu veux, chacun va venir avec son truc et du coup il va piocher, il va ouvrir une petite brèche
Et du coup, une Kenza Farah va faire un R&B, mais tu sens, il y a un petit peu de rail dedans. Rail, Voilà. Tu vois De la manière dont à ce elle moment-là- Bah, à ce moment-là, R&B. devrons-nous pas appeler ça autrement? Bah, moi, j'ai l'impression que tout le problème est là. Ça veut dire que moi, j'ai du mal à défendre quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Ça veut dire que, par exemple, si tu me dis, il faut qu'on donne la définition du R&B. Bah, c'est ça le Tu truc. vois, à partir de ce moment-là, on peut y aller, tu vois. Ouais, mais à quel moment on a perdu cette définition? Ouais, mais on va pas donner des noms à chaque Non, mais fois que c'est ça. quelqu'un rajoute. C'est vrai. C'est C'est ça. ça que je veux dire. on va C'est pas dit dire- Kenza Farah, elle a elle un petit truc oriental, on va le donner un nom. Mais c'est pour ça. L'autre l'ami du zouk, on va lui donner un nom, on s'en sort plus. Ah, je pense que- mais je vais dans ton sens, t'as parfaitement raison. T'as parfaitement raison. C'est C'est pour ça qu'entre guillemets, on a un espèce de souci. Parce que justement, il y a un nom qui est générique. Parce qu'il y a une façon de chanter, on va dire, on peut la caractériser comme ça. On chante de façon R&B, mais les supports changent, les supports évoluent. Les supports, quand Dadju et Tai qui font des choses, ils rajoutent de l'afro parce que c'est la tendance, parce que ça sonne bien, parce qu'on le ressent. Je sais pas, à l'époque, ceux qui ont commencé à faire ces choses-là au Nigeria, je sais pas, quand je prends qui a commencé au tout début, Des P-Square, tout ça. P-Square, voilà, P-Square, tous ces mecs-là. John Martin. Voilà, tous ces mecs-là, ils ont commencé à faire un son qui était, on sentait qu'il y avait du R&B, on sentait qu'il y avait de la Jamaïque, on sentait qu'il y avait de l'afro. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on a dit, allez, c'est de l'afro parce que eux, ils se sont dit, on veut le définir comme ça parce que ils veulent traîner toute l'Afrique avec. Tu vois? Mais c'est vrai. Donc ça dépend des choses. Même par exemple Michael Jackson. Mhm. Ok, on parle de pop. Mm. Mais des fois, dans Thriller, quand tu prends Human Nature, c'est du R&B. sûr. Tu vois, C'est Jackson 5, Michael Jackson. Ouais, Donc en ça vérité, de toute sort façon, de- c'est un chanteur R&B, mais c'est lui qui a décidé. Il Voilà. veut qu'on l'appelle pop parce qu'il Voilà. parce qu'il a compris que l'enjeu, en fait, il voulait toucher, Et en jouer là. fait, il est. Et Non, le bah, public, c'est- tu vois, le c'est public. comme. Exactement. Ah, le public est surtout en américain. Ouais. Comme Whitney Houston, on parlait de Whitney Houston, le premier. Elle vient du gospel, mais pour les Américains, c'était de la pop. Et- Mais et nous, on c'est sait. fallait ça se vendre, donc en même temps, Voilà, des choix, c'est surtout un choix commercial. marketing. Voilà. C'est comme maintenant avec la pop, tu vois, on parle de quand on a du mal à placer le mot, tu vois, quand il y a des rythmiques zouk par exemple, Ouais. on te parle de pop urbaine. Ouais. Mais Urbain, c'est venu, c'est pop nouveau urbaine, en ça. vrai, c'est du Ça n'a zouk, jamais existé tu ça. vois. Même Aya Poté, c'est du zouk, tu vois, mais comme tu as vu les médias, même, tu as vu ils ont besoin de définir un terme un peu plus large parce que je pense que ça fait trop communautaire. Quand Ouais. tu mets zouk, Oui, c'est ça, oui, tu oui. vois. Ou R&B, c'est un peu aussi peut-être communautaire et puis on n'a C'est pas ce que cette j'allais fibre-là dire, en aussi. fait. Ouais, Moi, c'est le clair, terme, voilà. entre guillemets, C'est clair. R&B, enfin R&B, non, rhythm and blues, Voilà, Ouais. rhythm and blues. il est très communautaire, Mm. de base, à l'origine. Arrivé dans les années 90, avec l'arrivée des Teddy Riley, Jimmy Ouais, Jam et Jack, Lewis, tout ça. Babyface, tout ça, Ah. on voit la transformation avec les Luther Vandross et tout ça, Exact. qui commençait à avoir un truc qui se détachait Un peu légèrement plus hip-hop, genre. légèrement du R&B avec les Albie Shore, tout ça. Ouais, voilà, c'est la New Jack. Keith Sweat, tout ça. Et du coup, ça ressemblait à un truc, ça a commencé à avoir une couleur, le R&B. Justement, c'est de cette couleur-là dont on parle, tu C'est vois. ça. C'est pas, je parle pas du rhythm and blues Voilà, ouais, tant je que comprends, tel, hein, je mais comprends. vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se... Bon, on va dire on à parle partir bien des du années R&B. Fin 80. Fin des années 80, et puis voilà. C'est Voilà, c'est c'est cette ça. couleur-là dont c'est de ça cette dont on couleur-là dont on parle, en fait. Mais moi, j'ai une question pour vous. Oui. Parce que LS, c'est mon yaya, mais je vais l'attaquer. Tu parlais de définition. Qu'aujourd'hui, on a du mal à définir. On a toujours eu du mal. On a toujours eu du mal à Surtout en définir. France. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on va dire années 2000, il y avait le mot R&B qui était prononcé. Ouais. Est-ce que aujourd'hui ce mot est moins utilisé par votre faute Pourquoi par pas rapport au manque peut-être de passage de relais ou de transmission? C'est une question que je pose. Non, en fait, la transmission, elle est faite de fait, j'allais dire. C'est-à-dire que je fais une chanson, ça influence des gens, il y a une transmission, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, après, on n'a pas, quand tu fais de la musique, bien sûr que tu fédères, mais tu passes pas un contrat avec les gens. C'est-à-dire que la musique, c'est des producteurs, des artistes, des compositeurs et tout ça. Il faut que tout le monde soit synchro pour que les choses avancent. Il suffit que tu aies une super bonne équipe, je sais pas, je ne vais pas citer de nom, mais l'équipe de Puff à l'époque, dès qu'il y en a un qui sautait, il le remplaçait, mais c'était pas pareil. Black Sweet, quand ça fonctionnait, Teddy Riley échangeait des chanteurs, mais après, c'était plus la même chose. Donc c'est pareil avec nous, dès qu'il y a des choses qui ont changé,
et je dis pour Aphrodisiaque ou pour plein de gens, bah les choses fonctionnent plus pareil, donc l'impact n'est plus le même, etc., etc. Donc par exemple, tout ça c'est pour me dédouaner, pour dire bon, mais ça dépend pas que d'une personne ou ça dépend de plein de gens, et en plus ça dépend aussi de l'environnement musical, c'est-à-dire qu'à un moment, quand par exemple le R&B qui a été fait plus par des gens venant qui avaient des origines maghrébines, que je big up au passage parce qu'ils ont poussé, ils ont amené un truc encore, tu vois. À ce moment-là, nous, on avait moins la cote parce que les mecs, ils se disaient quoi? Ils disaient, mais vous n'avez pas de communauté en fait qui vous suit. Parce que c'est ce qui s'est passé quand même avec le. J'ai eu des discussions, ouais. Tu vois ce que je veux dire, et moi, quand j'ai fait le zouk, en fait, par exemple, j'ai pas décidé de jouer, vas-y, je vais aller faire du zouk. Non, c'est un truc qui s'est fait comme ça. Naturel. Patrice m'appelait souvent, Kesha m'appelait, je me disais, bah écoute, je vais pas faire du zouk. J'aime le zouk, mais c'est pas mon truc, tu vois. Et un jour, j'essaye. Et quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai rebondi, en fait. J'ai rebondi, je me suis dit, ouais, c'est un bon truc, parce qu'il y a un public qui est là, et je me suis dit... Là, il y avait une communauté. Il y a une communauté, merci, c'est ça. c'est ça. Et là, j'ai fait le parallèle avec les autres, j'ai fait, t'as vu, eux, ils ont une communauté qui les suit. Ouais. Donc, quand j'ai vu ça, mon premier concert de zouk, ça a été directement 3000 personnes qui ont chanté là. Je venais comme ça, qui ont chanté la chanson directement à tue-tête. Donc quand tu te manges ça dans la gueule, excusez-moi du terme, je sais pas s'il y a des... C'est politiquement correct là-bas, on y va. Donc quand tu te manges ça dans la gueule, et tu vois ça, tu dis... Remise en question un peu. Remise en question, tu dis, ok, qu'est-ce qu'on n'a pas dans le R&B? Exactement. Donc qu'est-ce qu'il n'y avait pas, etc. Alors que nous, on a fait un R&B qui n'était pas très commercial, et ça a quand même fonctionné pour nous, c'est-à-dire qu'on avait un vrai retour. On faisait des concerts, on avait trop... Alors c'est pas les grosses ventes, mais on faisait des singles qui passaient en radio. Sur M6, moi, trouve-moi un job, je vous avais au Hit Machine. Ouais. Comment ça, vous avez signé les maisons de disques, ils vous ont dit, vous allez leur faire du... C'est toi qui as proposé Ah oui, on a proposé tout ce qu'on savait faire, et après, tout c'est... D'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, l'émission que tu m'as parlé, c'était quoi, M6? C'était Hit Machine. Oui, il y a un truc qui s'appelait Génération Hit, et je vous promets que Génération Hit, ils l'ont fait en partant de nous. Ça veut dire qu'ils invitaient des gens, et ils nous ont vus, ils nous ont dit, ok les mecs, maintenant on va faire un truc, ça va s'appeler Génération Hit. Ah, je savais pas, tu vois. Ouais, grave, on a ouvert plein de petites portes comme ça sans savoir. Mais bon, ça c'est au passage, je le dis. Et c'est vrai que tout était nouveau, donc on était, je pense, les premiers à passer sur Énergie, selon ce qui... C'est quelle année Trouve Major, c'est 98 ou 98, ouais. Okay. Donc sur Énergie, il n'y avait pas de single R&B. Il y avait Tribal Jam à l'époque, mais c'était pas 97. rentré. C'était pas rentré en fait en rotation. Voilà, c'était pas la même chose. Les poétiques, ils sont pas rentrés sur Énergie. Mais c'était après, je crois. Les poétiques, c'était après, je crois. C'est pas la radio. Il y avait comment on appelle un conflit d'intérêts. Et surtout M6 ça a aidé. Franchement, je veux dire la vérité, cette chaîne a aidé. C'était un produit. On est d'accord qu'M6. Mais je vais rejoindre la question. Ouais. Grand, je vais rejoindre la question du monsieur. Je vais t'attaquer moi aussi. Ouais. Nous on tire toujours 2 balles, genre, pas qu'une seule. Ouais, c'est toujours 2 balles. Toujours 2 balles. J'avais pas fait exprès, mon frère. T'as vu, il y a eu Matt Houston avec R&B de rue, Trouve-moi un job, Blagada, avec Monsieur Vibe. Est-ce que c'est pas de votre faute dans la mesure où à un moment donné vous aviez eu des succès comme ça là, et vous n'êtes pas fédéré à un moment donné, alors qu'il y avait des succès comme ça là, de manière individuelle? Est-ce qu'à un moment donné, Humphrey... Ouais, je sais. C'est pas de leur faute. J'ai même envie de répondre. Contiens-toi. Moi, je laisserais même Driver répondre. Parce que je sais qu'on pense la même chose. Alors, je veux vraiment comprendre le fond de ta question. Est-ce que c'est... Est-ce que tu veux dire que c'est notre faute Si le R&B n'a pas réussi à prospérer, faute du fait que... Par rapport au fait que vous n'êtes pas fédéré au moment où vous aviez eu... tout ça. Au moment où vous étiez au devant de la scène, non, vous auriez pu vous fédérer à ce moment-là. Faire exister le mouvement différent. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Ce qui est compliqué, c'est que déjà, il ne faut pas oublier qu'on était à la base d'une musique. Ça veut dire que c'était vraiment les balbutiements. On a commencé, moi j'ai commencé avant Aphrodisiaque, j'ai fait de la voix. Donc ça veut dire que j'ai signé avec Benny Malapa, j'avais 17 ballets. Donc je le dis aujourd'hui, ça fait 30 ans, tu vois. 30 ans. On les fête. Donc voilà, ouais. Donc j'avais 17 ans, j'ai signé avec Benny Manapa, même pour te dire, ils vont se reconnaître. J'ai dit, on va s'appeler De La Voix, j'ai proposé même le nom. Tu vois ce que je veux dire? On était dans les balbutiements du truc, donc ça veut dire qu'on crée des choses en fait. On savait même pas ce qu'on faisait. Quand on est arrivé faire des premiers concerts avec Sony à l'époque, ils voulaient même pas qu'on chante en live. Tu comprends? Donc ça veut dire que on a fait l'album que tout le monde connaît, Ad Vitam Aeternam, ça a été une guerre.
moi, quand j'ai quitté les maisons de disques, c'était pour avoir la paix. On se battait avec eux. On est d'accord que c'est les maisons de disques, c'est ce que j'essaye de dire. Les maisons de disques, ça a été dur, même avant. Ah, ça a été difficile. Comme pour Hachim et pour Karine, la pauvre, elle est là depuis C'était dur pour eux. Bah, c'était très dur. Et donc, à ce moment-là, il y a des moments où on n'avait même plus de force. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passaient bien, mais ça, c'était devant. Maintenant, pour que ça se passe bien, c'est comme si je te dis, vas-y, j'ai une super belle maison, tout ça, mais les gens ne savent pas comment j'ai lutté pour la construire, en fait. Et donc, à un moment donné, on se battait vraiment contre les maisons de disques, les médias, les trucs. Quand on voulait rentrer sur Skyrock avec Trouve-moi un job, il y a plein d'anecdotes. Bon, là, je vais pas faire, c'est pas moins d'émission, mais je me souviens, bon, bref, je vais pas raconter ma vie, mais on se connaît tous, tu vois, Cyril et moi, on nous connaît, on connaît notre tempérament, on sait comment on est, on sait d'où on vient. Le mec, il nous a dit, les mecs, Trouve-moi un job, c'est pas assez ghetto, vous, c'est trop... Tu vois ce que je veux dire? Après, il nous a fait des comparaisons, et je dirais, si tu pas les noms, mais il a fait des comparaisons avec des gens qui vivaient plus facilement que nous, tu vois ce que je veux dire? Et ils nous ont dit, non, tu vois, lui, on sent, on a l'impression que c'est plus ce truc, sauf que moi, je me souviens quand ils m'ont dit ça à la maison de disque, ce jour-là, ils savaient pas comment j'étais venu à la maison de disque. J'avais fait une de ces arnaques de jeunes, je dis pas, mais tu vois ce que je veux dire? Donc on a fait une vraie vie difficile. Une mission, quoi. Et en face de toi, les mecs, ils te disent, vas-y, c'est pas assez Kaira. Donc t'es mort de rire en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc on est dans ça en fait, tu vois. Tu prouves encore que c'est les maisons de disques qui... C'est le problème aussi vient des maisons de disques, ça tu le prouves encore. Non, ça veut dire qu'il y a, excuse-moi après je vais te laisser parler, c'est juste qu'il y a une espèce de, il y a la maison de disques, t'as raison, et il y a tout un espèce de marketing dans lequel on ne voulait pas rentrer. Ça veut dire qu'au contraire, par exemple, si j'ai des difficultés dans la vie, c'est pas ça dont j'ai envie de parler, par exemple. Okay. Tu vois, c'est un choix après. Bah oui, bien sûr. Et donc, à un moment donné, ils te disent tous de faire ça parce que c'est le truc du moment. C'est ça. En ce moment, on fait ça. Il y a plein d'artistes qui ont changé. Au départ, ça parle cool. Après, demain, ça parle de guerre. Après, ça... Nous, c'était pas notre état d'esprit. On avait un truc, on avait un fil conducteur, on voulait le suivre. Okay. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de complications. Et justement, pour en revenir à cette question-là, quand on a voulu faire le deuxième album d'Aphrodisiaque, la maison de disques nous a imposé des compositeurs qui étaient des mecs de la variété française, toute une équipe de variété française. Et là, c'était soit tu prends, soit tu dégages. Il fallait que ça avance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était ça. Et par contre, ils ont dégagé tout le monde, parce qu'à l'époque, il y avait un grand ménage, tu dois t'en souvenir, il y a un grand ménage vers les années 2002, tout ça, 2003, je pense, avant 2005, ils ont dégagé tout le monde. Et ils nous ont gardés quand même, tu vois. Parce qu'ils connaissaient le potentiel, ils savaient. Mais ils nous ont dit, par contre, on vous garde, par contre, on vous formate, les mecs. Parce qu'ils avaient déjà essayé avec le premier album, et nous, le premier album, quand on est revenu de 45 jours de studio, je sais pas quoi, on l'a effacé, on a dit, on repart au studio d'enregistrement de maquettes ou je sais pas quoi, on a pris les, je sais pas, 40 balles, je sais pas quoi qui restait, on a dit, on va faire notre musique cette fois-ci. Tu vois, donc c'est pour te dire que c'est très très difficile. Et après, évidemment que j'aurais voulu... qu'on pave le chemin à mort, qu'on fasse plein de trucs et tout, mais pour faire un concert avec des musiciens, c'est compliqué. Ils te disent non, à la fin, ils pleurent de joie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les trucs en fait. Ouais, mais en plus, attends, vous, ça a été le premier groupe à faire du UK Garage. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ouais, et ça a marché dans les années 2000, tout ce qui est UK Garage. Et ça, j'avoue, je me rappellerai toujours de Toi plus moi, comment ça a cartonné. Quand même, Toi plus moi, c'est quelque chose. Moi, c'était vraiment nouveau, en fait. C'était nouveau. T'as vu le risque en fait? Tu vois ce que je veux dire? Quand t'arrives avec quelque chose comme ça. Franchement, c'était nouveau. Je trouvais ça très UK. Ouais, c'était osé, mais c'est le genre de choses que nous, on voulait faire. C'est-à-dire, c'est comme dans le rap. Les gens, ils veulent tenter des trucs, tu vois, ils écoutent quelque chose, ça les influence, boum, ils ont envie d'y aller. Moi, j'étais à fond là-dedans, j'avais envie d'y aller, j'ai pris le risque, ça l'a fait, tu vois. Bah oui. VR. Vas-y. Je vais dire peut-être quelque chose de bizarre, mais je pense que c'est réel. Je pense que, justement, à l'époque où le R&B, il y avait tous ces succès-là, je pense qu'il n'a pas eu le temps de se faire, ni le temps d'exister réellement en France. D'accord avec ça. À ce niveau-là. Et comme je le disais dans ce mini-pub, dans le podcast avec Axel Tony, et je l'ai dit ici aussi la dernière fois, en fait, on fait de la musique hybride, nous, en vérité. On a trop d'influence dans nos musiques. Et on n'a pas les réels codes R&B des États-Unis. On les a pas. C'est sûr. On les a pas eus et on les a pas. Comme je disais, Matthew Stone, c'était trop différent de Aphrodisiaque. Aphrodisiaque, c'était différent de Singila. Singila, c'était différent de Wallen. Alors que quand tu vois aux États-Unis, peu importe si tu travailles avec des compositeurs différents, il y a quand même un lien dans la musicalité. Ouais. Ce qui fait que tu peux reconnaître un style. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu trop de styles différents ici qu'on a appelé R&B. En vérité, c'était des influences pour que ça puisse naître. En fait, on a...
En fait, on a tous fait de la musique hybride. Influencé d'R&B. Mais en même temps, pourquoi, tu vois, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, parce qu'on a beaucoup d'influence. Bien sûr, ça c'est Mais c'est pour dire qu'en vérité, le R&B, il n'est pas mort. Je me demande s'il a réellement existé, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose, tu vois. En France, il n'a pas réellement existé. Et peut-être que là, avec la nouvelle génération, il est en train de naître ou de continuer ce qu'il est. Il y a un truc que je voulais rajouter par rapport à ta question. Là. Genre, elle est pas passée. Ouais, ils ont pas fédéré ou tout ça. Fédérer quoi, en fait? Ça veut dire qu'il faut que les artistes dans un genre, pour que ça marche, ce n'est pas vrai, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est vrai. Maintenant, moi, je tiens à mettre un truc. Tout à l'heure, on parlait de l'émission HIP HOP. Moi, j'ai 7 ans quand je regarde cette émission-là, ok? Je suis à l'école primaire, je vois ça à la télé, je suis comme un ouf. Du jour au lendemain, l'émission, elle s'arrête. Ben pour moi, la danse hip-hop, c'est fini. Oui, ça passe sur la télé. Tout le monde le dit. Tout le monde l'a dit. Le R&B français a eu ça à un moment. À un moment, les radios en France ont dit, on passe plus ça. Exactement. Il y a plein de gens qui se sont dit, c'est fini, les jeunes. Du coup, ça n'a pas créé des vocations. Il n'y a pas des jeunes qui se sont dit, je veux faire du R&B. Dans l'underground, ça existe toujours. Il y a des gens qui font leur truc, mais ils sont pas dans la lumière. Et quand t'es un jeune, tu te lances dans la musique, t'as pas envie de faire du R&B. Tu sais même plus que ça existe. En tout cas, tu dis que ça va pas être une musique qui va te faire manger. Voilà, c'est ça. Alors que le rap, c'est là, tac, il y a toujours du rap qui marche. Bah, tu veux être rappeur, en fait. Et toi, du coup, Jason? Mais en fait, parce que votre question, elle est, franchement, ta question, elle était super intéressante. Mais le problème que je pense, ce qui a manqué à vos générations, c'est la force des réseaux que nous aujourd'hui, notre nouvelle génération, on a. C'est ça. C'est ça en fait. Quand je dis l'émission HIP HOP, dès qu'elle s'arrêtait, moi je me suis dit c'était fini. S'il y avait eu des réseaux, c'est ça. Parce qu'il existait le truc en même temps. C'est exactement ça, parce qu'à l'ancienne, on regardait tous la même chose. Moi, je me rappelle. Par exemple, il y avait un clip, il y avait beaucoup de variétés. Par exemple, il y avait le clip Passy Calogero face à la mer. Tout le monde connaissait. Que tu sois Renoir, Chinois, tout. Et tu regardes tout. Pareil, c'est la télé, on regarde que ça parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Ça veut dire que ce qui passait à la télé à l'époque, c'était du R&B, comme tu disais. Et R&B choisi. Et en fait, la télé, les maisons de disques, elles font et elles défont. Tu vois, voilà. C'est ça. Donc, c'est pas comme si après, par exemple, vous auriez pu rebondir avec vos propres réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de maison de disques. On parlait d'Adjou Marraine. Le morceau, il explose d'abord sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et après, ça lance sa carrière. C'est souvent ça. C'est souvent ça. Ça n'existait pas avant. C'est ce que j'allais dire justement pour ajouter à ce que tu as dit et pour rebondir un peu à ce que tu disais, Bouba, du coup. Au fait, à votre époque, la chose qui manque, et je pense pour moi, c'est que vu le contexte avec les maisons de disques, les réalités que vous affrontez à l'époque, moi, ma question est, comment ça se fait que vous vous êtes pas dit, on se lance en indé et on essaie de, je vais dire une bêtise, de créer des médias, créer des structures. Ça coûtait cher, ça. Voilà. Aujourd'hui, tu sors ton iPhone, il n'y avait pas ça. C'est super intéressant parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que justement, c'est comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit, de toute façon, l'indépendance, de toute façon, c'est le meilleur moyen. Les seuls indés qu'il y avait à l'époque, honnêtement, c'était dans le rap. T'as vu à l'époque les 45 Bien sûr, exactement. C'était eux qui réussissaient, mais ils avaient déjà un public, c'est déjà, tu vois, et le rap, je te dis, le rap c'était implanté déjà. Le rap c'est validé. Tu sais qu'elle a rien à dire. Tu vois, dans le rap, la maison de disque elle dit rien, elle juste pour l'argent, voilà, elle accepte ou voilà. Et donc moi j'ai créé mon label, mais je t'explique. Par exemple, je te donne un ordre de prix. Quand j'ai fait mon premier album solo, différent. Le tarif c'était, je te parle même pas de l'enregistrement. Là, je vais te parler que du mix. Ça veut dire qu'il fallait que j'enregistre les morceaux. Le tarif des mix, il fallait que j'aille louer le studio du Grand Palais. À la négociation, j'ai eu 500 €. Et le mixeur, à la négociation, j'ai eu 500 €. Donc un morceau, 1000 balles. 1000 balles. Et c'était pas un morceau, c'est un jour de studio, excusez-moi. Un jour de studio, c'était... Si le mix prend plus d'un jour... Voilà, et à l'époque, tu sais que les mecs, c'était pas ils étaient copiés pendant 3 heures. Donc ça veut dire que je mettais 1000 balles par jour. Pour un morceau, je sais même pas s'il va être terminé. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des morceaux, ils ont mis 3 jours, je m'en souviens très bien. Ils ont mis bon voilà, donc fallait passer sa vie en studio, fallait mettre entre ses coronets direct. Donc voilà, et à ce moment-là,
t'es même pas sûr de récupérer ton argent. Parce qu'après, il y a la promo après. Bah ouais. Et moi, j'étais en indé, ça veut dire qu'au départ, j'avais une licence, après, j'étais en indé total. Donc ça, ce truc-là, j'y croyais à fond, parce que je crois à l'indépendance. Mais ce truc-là, c'était super dur. Donc créer un média, je pouvais même pas y penser. Ah ouais. Et en plus, ce que tu dis, c'est juste parce que quand on a commencé, quand tous les projets qui sont passés entre 2005 et presque 2012, il n'y avait pas de médias. Le R&B, il était zéro média. Même là, encore actuellement, il n'y en a pas. Mais tu as quand même les réseaux sociaux. Et les gens, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux. On est là. Tous les trucs que vous faites, à l'époque, c'était plus difficile. On est d'accord. Il y en avait très peu, tu vois. Même les émissions, il y avait que Bouscapé, tu vois. Moi, je me souviens qu'à l'époque, les promos, ils disaient, bah, t'as vu, il y a Bouscapé. Rap, c'est que rap, Bouscapé à l'époque. Bien sûr. Tu viens avec tu vois, effectivement, parce que ça va être dur, hein. C'est vrai. C'est pour ça que cette période a été très creuse. Ah, c'est vrai. En plus, en tant qu'artiste, il n'y a pas le temps de penser. C'est dur aussi au moment où tu es artiste, tu as le succès qui vient, vous étiez jeune, tu vas pas penser à créer ton label ou truc comme ça. C'est là, t'as cité différent. Bouscapé. Ouais. Mais justement, Bouscapé, ce sont des mecs qui viennent du hip-hop, qui ont créé le truc. Du coup, moi, c'est dans ce sens-là que je dis oui. Ils l'ont créé autour d'une émulsion, ils l'ont créé autour de quelque chose qui existait déjà, qui vivait déjà sans eux. Et ils ont récupéré ça. Où tu peux demander de la pub à des rappeurs, des producteurs de rap. Et faire de l'argent. À cette époque-là, tu sais, en R&B, tu vas prendre la pub à qui c'est ça. Merci, parce que c'est le nerf de la guerre. Tu peux pas faire un média R&B à ce moment-là. T'es signé en maison de disque, on te fait péter ton son, tu le passes partout, on te fait partout, et après on t'éteint. Un peu comme, malheureusement, Poetic Lover, moi, c'est l'exemple que j'avais. Poetic Lover, voilà, ils étaient signés chez M6 directement. M6, tu les voyais sur M6 clip. On vous met partout. Toutes les émissions, boum, et ça a fonctionné. Mais leur deuxième album, je me rappelle. Pourtant, il est très bien, je préfère au premier carrément, mais ils ont dit pas de promo. Moi aussi, c'est mon préféré. Moi, j'ai kiffé. Parce qu'à l'époque, on rentrait déjà dans d'autres personnes. Tu vois, exact. Voilà, les maths et tout, venaient d'arriver, tout ça et tout. Ils ont dit ça y est. Tout à l'heure, tu parlais de dénomination au niveau de la manière dont on appelle la musique, les différents styles. Moi, je sais qu'à l'époque, même tout le monde avait du mal à trouver, à part si tu habitais à Sarcelles et que tu avais Notable ou Canal Satellite. Même à ce moment-là, j'étais un des seuls. J'entends souvent si tu ça. Le maire. Je connais pas ça. Canal Satellite, c'est arrivé en début 2000. Après, on a découvert le monde. Nous, on recevait les VHS des gens qui allaient à New York. Lui, il avait ça directement. C'est moi. Je faisais des cassettes pour les gens. Et du coup, la nuit, je me posais, j'avais ma cassette VHS et j'ai essayé de capter Best of Groove, Best of Rap. Un jour, je suis tombé sur Best of Wu-Tang, j'étais pété un blond, frère. Donc, des fois, il y avait des petits pépites. Et du coup, t'as vu, voilà, je parlais de dénomination, la manière dont on appelle telle et telle musique. Je me souviens qu'il y avait Best of Groove et dans le groove, on mettait différents... Pour tout. Dont Ophélie Winter, qui en vérité, c'était du R&B, me semble-t-il. Bien sûr. Et on appelait ça le popularisé. Merci. On est d'accord qu'elle l'a popularisé. Mais pour vous, c'est du R&B? Exprime-toi. Voilà. C'est Ophélie. Est-ce que tu connais sa discographie? C'est ça. Moi, franchement, je connais pas sa discographie. Je connais juste Dieu m'a donné la voix. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et pour moi, c'est pas du R&B, c'est de la fin. En fait, du No Style. Je comprends pourquoi tu dis ça. Alors, vas-y. Non, mais en fait, de son point de vue, je peux comprendre. En fait, attention, parce que quand on parle du R&B, t'as eu pas le R&B 2.0 de maintenant, t'as eu à l'époque, quand on parlait de R&B, c'était vraiment R&B, tu vois. Alors, là, toi, tu parles d'un morceau, il y a un album. Voilà, je pense que l'album, il est R&B. Tu changerais d'avis. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, donc, justement, que je connais pas ton âge, donc je sais pas, mais j'imagine que t'es un peu plus jeune que nous. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Bon, pas de ouf. En tout cas, tant mieux pour toi, parce que t'as tout aujourd'hui, justement, quand t'es jeune et que tu chantes. Ah, mon gars, je Bélis. On a envie de changer ta peur comme ça de 5 minutes pour dire, attends-moi cette vibe. Perso, moi, j'aime pas cette époque, je te dis la vérité. Cette époque aujourd'hui? Moi, franchement, tu m'aurais dit, je troque ma vie, tu m'aurais dit, je comprends en 1980, je suis c'est mon âge, ça! Mais vous en rendez pas compte. Mais en fait, vous en rendez pas compte ce qui se passe avec cette génération. Même la manière Explique-nous. En fait,
Moi, comme je dis tout le temps, je suis un faux mec de cette génération. Moi, vraiment, j'ai un regret. C'est pour ça que tes contours sont Moi, t'as vu, Driver, je regarde des fois tes émissions, tes trucs, tu vois ce que je veux dire? Il est sapé en Alan Iverson. T'as vu, moi, je suis en mode même sur le saut de paix. Moi, je regrette. Moi, ils ont eu la meilleure époque. Et moi, vraiment, c'est ma frustration. Une frustration, t'as vu, à un moment, j'étais dans une frustration. Pourquoi j'avais pas 20 ans dans les années 2000? C'était une dinguerie. C'était le summum, vraiment, t'as vu, que ça soit vestimentairement parlant, musicalement parlant, il y avait une vraie hype. T'as vu, même quand je sortais en boîte, mes anciens, des fois, ils me racontent. Alors qu'aujourd'hui, t'as vu, même l'ère du stream, tout ça, il y avait plus de trucs réels. Tu vois, petite anecdote, moi, quand j'ai commencé la musique, j'avais fait un son qui s'appelait Meuf du ghetto, tu vois. Et en gros, Matt, il m'avait contacté à cette époque-là, gros big up à lui. Et parce qu'en gros, il me disait, ça me rappelle Cendrillon du ghetto, mais 2.0. Et il m'a invité chez lui et pour qu'on fasse un morceau. Et j'ai vu ces plaques, tout ça, j'ai vu les disques d'or, j'ai vu 600 000 en CD vendus physiques. Quand j'ai vu CD physiques, c'est quelque chose. En fait, j'ai une époque de ouf. J'ai réécouté encore. J'ai dit, non, en fait, nous là, on est éteints, on est de cette génération. Désolé, hein. La preuve sociale, elle est comme mon petit rock social, voilà, la preuve sociale, elle est différente. On est éteints, mais on a, et c'est pour ça que. Vous avez des outils. On a des outils, mais c'est pour ça qu'on aime retourner en arrière. Si vous regardez bien, on aime un peu, t'as vu tout ce qui est le old school, on essaye de revenir pour certains aux sources, faire un peu une image un peu plus R&B, un peu plus quinri, tu vois, parce que l'époque que vous avez eue, franchement, on n'aura plus jamais cette époque, tu vois. Ouais, c'est clair. Par contre, là, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est des outils. Ça veut dire que c'est juste les outils. Ce qui nous a tous bloqués, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, dans la continuité. Justement, je vois ce que tu dis. Mais lui, normalement, et sa génération, ça doit être un mix des deux. Toi, tu comprends la vibe de l'époque. Et tu comprends les outils d'aujourd'hui. Donc finalement, tu ne peux que gagner. C'est pour ça que ça marche. Par exemple, un exemple tout bête. Moi, j'ai fait un morceau Kezou avec un délire un peu R&B dans les top lines. Et c'était un featuring avec Kani, tu vois, une chanteuse qui monte bien aussi. J'ai vu sur scène. On a fait le morceau, il s'appelle Jeu dangereux. Et le clip, en fait, on a fait un remake de Dilemma. On a fait un remake, on est parti quartier américain sur c'est une dinguerie. Et en fait, c'est ça le délire qu'en fait j'ai envie de ramener ce que les anciens ils ont pas pu pousser bien comme il faut. Nous aujourd'hui avec nos outils, tu vois, notre hype, on le fait à notre manière, tu vois. Mais justement, tu vois, ce côté-là, vu que votre amour entre guillemets premier c'est le R&B, même si culturellement on a notre musique à nous qui est afro. Pourquoi votre génération n'insiste pas et ne se bat pas justement pour faire vivre le côté quinri entre guillemets, mais à tout niveau? Ça veut dire si tu veux faire du R&B, assume et fais du R&B. Master. Après, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi ça fait pas vivre les poches? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui est normal, c'est qu'on laisse place à notre culture. Mais si vous tous là, ça veut dire tous les artistes de votre génération, vous restez sur le R&B, qu'il n'y a plus que cette musique-là, et qu'il y a vraiment les typiques qui font les autres, ça veut dire chacun a son créneau réellement. Si vous faites tous du R&B en France, vous pensez que si ça buzz, on ne va pas vous donner... regarde, je te réponds déjà, un jour je parlais avec un beatmaker quand je commençais la musique, il m'a dit un truc mais réel, et j'ai jamais pensé. Si tu regardes bien, t'as vu pourquoi l'afro, ça marche de ouf en France? Parce que déjà, même culturellement, même politiquement parlant, il y a un rapport France-Afrique depuis. Ça c'est bien sûr, ça c'est la vérité. C'est normal. T'as vu France-Afro, il y a un rapport. Alors que Amérique-France, t'as vu qu'il n'y a pas de lien. Donc ça veut dire que déjà la musique, elle va prédominer déjà. Et maintenant, t'as vu, aujourd'hui, encore une fois, le R&B, déjà à l'époque, comme Driver il a dit, à un moment il s'est éteint. Donc il y a une génération, t'as vu, même moi je suis un rescapé entre guillemets, parce que moi c'est parce que j'ai eu des grandes sœurs, des anciens qui m'ont fait baigner dedans. Mais demain si t'invites quelqu'un de mon âge, t'as vu, moi j'ai 26, je vais avoir 27, si tu vois, si t'invites quelqu'un de mon âge, il va pas te parler comme ça, parce qu'il a été perdu en fait. Donc pour nous le R&B c'est quelque chose limite qui a pas existé, tu vois ce que je veux dire. Et je peux rebondir, c'est même pas qu'au niveau français, est-ce que je peux rebondir sur ce que t'as dit là? Pour toi, quelles sont les légendes du R&B français? Pour moi, franchement, les légendes du R&B français, ben déjà, Matt, personnellement, parce que je suis c'est sa génération. Tu vois, Matt. Après, je te dirais.
Tu vois, c'est. T'as vu? Ah ouais, c'est dur. Non, mais c'est pour ça que je pose cette question. C'est la réalité, c'est sa réalité. Je peux pas, tu m'as parlé de légende, mais vraiment qui a imprégné quand tu penses à R&B. En France, non, mais c'est important. Il a déposé son que truc, tu vois. Pourtant, je connaissais les autres. Mais Singila, par exemple, parce que pour moi, Singila, il se rapproche plus de ce que vous faites aujourd'hui. Pour moi, Singila, c'est pour moi, vous êtes ses héritiers un peu. En fait, il y a tellement eu de différentes styles que. Parce que toi, t'as dit Matt, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'aurais dit Singila. Singila, c'est autre chose. T'as vu, c'est le padré. T'as vu, c'est le padré, mais pour moi, c'est un roi sans couronne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas eu cette. T'as eu Matt, on le connaît vraiment de légende. Quand tu parles de légende, c'est tout le monde le connaît. Alors que Singila, il a une grosse communauté, mais dans les années 2000, c'était pas la tête d'affiche qui représentait pour nous vraiment le mouvement R&B. Limite, je vais te dire un truc de fou. Limite, tu parlais d'R&B, je pensais direct à Tragédie. T'as capté? Tu vois, il y en a qui disent ça. Et ça, je comprends totalement ce qu'il dit. Et Tragédie, pour les jeunes de notre âge, on a saigné R&B. Tu vois, comme quoi ça dépend. Pourtant, pour certains, c'est pas des légendes, mais pour moi, c'était du pur R&B. J'ai saigné tout leur album. Tu prends un son comme Éternellement, c'est du R&B. C'est du R&B. Ça, c'est du R&B. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'un Singila, il a pu te faire à Ma Conscience, qui se rapproche de R&B, mais même quand tu prends Ma Conscience, c'est pas R&B. Ensuite, tu vas à Aïcha. Après, tu vas à C'est Trop. Ouais, des chansons qui sont vachement, qui n'ont pas la même couleur. Ça appartient au R&B. Non. Est-ce que cette couleur-là, elle ressemble à Matt? Non. Pourtant, il y a des morceaux dans. Pourtant, le Singila, le roi des connards. Il est terrible, c'est du R&B pur. Tu vois, moi, c'est mon morceau préféré de Singila. Mais c'est pas des morceaux qui ont été mis en avant. Cette image-là de Singila, je pense pas qu'ils l'ont marketé comme ça. Mais pourtant, c'est comme ça qu'il est arrivé. C'est ce qui me chagrine un peu. Mais moi, si je veux dire quelque chose en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on parle de tout ça avec beaucoup de recul. Mais on se rend pas compte que, même si c'était à l'époque, on se rend pas compte qu'à un moment donné, un artiste, il y a un marketing qui est fait, et ce marketing, il est fait en fonction de la réussite. Enfin, il est fait pour que ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, Singila, on connaît très très bien, tu vois, et donc, on connaît son potentiel. Mais quand il a fait, parce qu'on était vraiment au tout début, tu vois, donc quand il a signé, etc., il a signé avec Sectora. Il voulait pas qu'il fasse, enfin, il voulait qu'il marche. Tu vois ce que je veux dire? Le but, ils avaient une très bonne intention et ils ont pris un virage d'un commun accord, j'imagine, parce que moi, il me semble pas que c'était quelque chose qui lui déplaisait. Ils ont pris un virage pour que ça marche plus pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et donc, à l'époque, on se posait pas la question si les gens allaient dire c'est moi ou pas, c'est R&B, parce que lui, il sait que son essence. Il l'a, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'à un moment donné, il y a un choix marketing qui est fait. Et moi, quand je voyais Singila, que ses singles fonctionnaient, je me disais, il a fait un bon choix. Bah oui. La première, c'est J'avance en chantant. Ouais, J'avance en chantant. Là, pour moi, c'est R&B. D'ailleurs, c'est R&B, mais ceux qu'on ont fonctionné, Aïcha, par exemple, oui, voilà, des trucs comme ça. C'est trop aussi. C'est trop, voilà, des choses comme ça. Ça veut dire que nous, on comprend. Même n'importe quel artiste, en fait, on se dit, il fait un hit, en fait. Il cherche à faire des hits. Et c'est ça, et c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, dès lors où un noir, ou comme il y a eu la communauté maghrébine aussi qui était intégrée dans le R&B, dès lors où un noir ou un maghrébin chante, c'est qu'on fait vivre le truc. Alors que non. Alors que non, ça veut dire que nous, on est des noirs, on est des rebeux, mais on est des artistes de base. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, on a appelé tout plein de trucs R&B. C'est comme il y a des c'était pas du R&B, mais comme c'était jeune, ça. Mais c'est toi l'expert, les gens c'est le expert aussi. C'est pas une question des chanteurs qui sont positionnés sur du R&B. Mais justement, en fait, c'est la même histoire avec la pop urbaine. C'est-à-dire, on a tout mis, tout plein de genres, en fait, dedans. Et en R&B, à une certaine période, on pouvait écouter du Kenza Farah, comme vous avez dit tout à l'heure. On pouvait écouter du Matt, on pouvait écouter du Willy Denzey. Bah oui, ça c'est d'aller dans Thierry Moïse, on en a parlé tout à l'heure. Willy Denzey, tout cela, on les met en R&B. Mais c'est R&B, Willy Denzey. Non, t'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, on mélangeait trop plein de trucs. En fait, c'est la même histoire avec la pop urbaine. C'est-à-dire, la pop urbaine, un mec qui rappe, un mec qui chante, on va le mettre dans la pop urbaine. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais regardez, moi, ce que je constate, parce que d'ailleurs, tu disais, la France... Le lien avec la France et l'Amérique, tu vois. Arrêtez, la France, elle a un lien avec l'Amérique. C'est-à-dire que après la guerre, tu vois, quand les soldats américains ils sont venus, ils ont apporté la culture américaine. Et du coup, c'était une culture américaine. Vas-y, le rock, même si le rock à la base c'est Renoir. Mais la chose c'est que, au fil du temps, musicalement et historiquement, ils ont même blanchi
cette musique et le rock. Et ça n'a pas été aussi fort que les colonies, tout un mec ça. Comme Claude François, c'est un copier, là. Bah oui. C'est d'accord. Johnny Hallyday, il avait un mec derrière lui. C'est pas un copieur, c'est un voleur. Johnny Hallyday, il avait un mec derrière lui qui était son choriste, c'était un Renoir. Tu vois, je veux dire. Et la chose que je voulais dire, ça aussi, c'est que, en fait, la France a un problème avec le R&B, parce que, à un moment donné, il y avait du R&B édulcoré. Mélangé avec de la variété. On a eu tout, on a eu des bons artistes. On a eu beaucoup d'artistes. C'était du R&B, mais c'était, tu vois, en fait, et quand le Music Feeling, il a parlé à un moment donné, on a préféré mettre en avant plutôt des artistes maghrébins que des artistes noirs. Parce qu'à un moment donné, il y avait un problème avec ça aussi. Ce problème où le R&B aux États-Unis. Mais est-ce que c'est pas ça qui a niqué le délire? C'est peut-être ça. C'est ça. Par rapport à l'essence. Parce que musique noire. Musique noire. Mais le problème, c'est que, en fait, je vais prendre l'exemple d'une Lincha, tu vois, parce que pour moi, ça a été entre guillemets, la première chanteuse américanisée, Lincha, quand elle arrive avec les rendez-vous, tout ça, tu vois. L'imagerie, elle était qu'un riz. Oui, l'imagerie, c'est là où je dis que culturellement, nous, on n'est pas ça. C'est pour ça qu'en fait, dès lors où elle va dans le zouk, ça fonctionne beaucoup plus. Comme tous les artistes ici, tu vois. Le problème est que on avait les Américains. T'essayes de faire de l'américain à côté d'un américain, ça peut pas passer. Ça va jamais faire pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe pas. Et c'est ça qui nous a tué. Être dans la pâle copie. On aurait pu faire notre R&B, mais avoir notre imagerie à nous, en fait. Ça vient avec le temps. Le rap. Oui, avec le temps. Oui, avec le temps. Oui, avec le temps. C'était un copier-coller. Mais c'est un copier-coller qui est moins clinquant. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. Ça a changé avec le temps. Moi, ce que je veux dire. Le R&B n'a pas eu le temps, je trouve. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le R&B aux États-Unis, moi, ce que j'ai l'impression que c'est des maisons de disques, elles se sont dit, t'as vu, le R&B, c'est noir aux États-Unis, tu vois. On veut pas de ça, en fait. Mais moi, on veut pas que, comment dire, que ça là, il y a un truc aussi. C'est ça qui se passe. La variété, faut pas qu'on les fasse. C'est ça, je pense. Si on commence à promouvoir des artistes noirs, en plus qu'on de la voix et qui ont du potentiel, à côté, ils se disent, non, la variété, c'est comment? Ouais, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les styles coexistent bien là-bas aux États-Unis. Donc, quand tu prends un exemple sur un continent ou un pays, essaye de voir un petit peu tous les autres paramètres, au lieu de juste voir des noirs. Tu vois très bien qu'il y a la country là-bas qui fonctionne, même si ça peut venir de chez nous aussi. Tous ces trucs-là, ils coexistent, tout coexiste. La pop blanche et la pop noire, le R&B blanc, le R&B noir, tout coexiste. Karine, elle l'a dit aussi, elle a dit, t'as vu, maison de disques, c'est ça. Après, femme noire. Moi, je pense que c'est un mélange de ce que vous dites. C'est pour ça que je te dis, Karine, je la voyais pas. Je retiens là. Karine, elle est là depuis Big Up. Elle, en plus, c'est une multitalent, multitâche. Elle rappe, elle écrit, elle compose pour d'autres. Franchement, elle était vraiment, elle méritait tellement plus, ça, c'est sûr. Mais ils ont mis d'autres en avant. Et ça, c'est ce que je pense. T'as parfaitement raison. Mais justement, tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est que finalement, regarde, par exemple, tu parles des Tingila et on parle de Karine. Regarde, Karine, elle a fait des choses très R&B. Très R&B, elle a pas trop, à l'époque, en tout cas, elle avait pas trop dévié, elle est restée dans quelque chose de très R&B. C'est vrai. Et justement, du coup, c'était ces hits, c'était plus les hits quand elle faisait les feats. C'est ça. Parce que là, c'était plus du rap ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça marchait déjà, le rap, ça fonctionnait déjà. Le R&B, il faisait ses classes, etc. Maintenant, quand tu faisais un choix où tu édulcorais un petit peu, où tu trouvais un marketing, tu vois, dans la musique, pour que ça passe, etc., tu pouvais fonctionner, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était ça le deal, en fait, à l'époque. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, comme nous, comme plein de gens, elle aurait pu, entre guillemets, trouver des stratégies, tout le monde, hein, aurait pu trouver des stratégies, de faire un truc qui allait marcher, etc., en noyant un petit peu le R&B dans quelque chose, parce que la France s'attendait à ça. Ça veut dire que la France, comme tu disais, à un moment donné, ils s'en foutent de voir la même chose que ce qui se passe aux États-Unis. Surtout que quand tu vas parler aux gens de cette époque, les médias de cette époque, leur référence R&B, c'est Otis Redding. Si tu fais pas ça, ils te regardent pas en fait. Ils disent qu'est-ce que tu chantes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vérité, il y avait pas beaucoup de choix. Et je trouve que tous ceux qui ont fait des choix, côté des choix marketing et qui ont réussi à perdurer, etc., je pense que déjà, je leur dis big up. C'est très bien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, et ceux qui ont fait moins de choix, big up aussi. Bien sûr. Mais c'est sûr que le résultat n'est pas le même. Moi, Karine, son premier album, je crois vraiment, officiellement, c'est 98. Je sais plus. 98, son premier album. Et je la vois que sur Zik. Ouais, parce que les médias Et tu vois, la France, enfin, après, tu as vu, l'industrie, elle calcule tout, en fait. Ouais. Bah, bien phénomène d'identification. Bah, bien sûr. La majorité des gens en France sont blancs. Voilà. À un moment donné, on va pas te propager une musique noire à travers laquelle
La majorité des Français vont pas se reconnaître. Non, c'est clair. Tu penses qu'il y a Ils l'ont fait avec le rap, quand même. Il y en a, ouais, bah oui, moi je pense pas. Je pense pas. Avec le rap, sur le rap, ils avaient pas le choix. C'est ça, ils avaient pas le choix. C'est quelque chose qui était tellement puissant. Mais en R&B, au début, ils avaient pas le choix aussi. Je pense que, désolé, hein, mais je pense que les acteurs du R&B, je sais pas, j'ai eu cette discussion avec un des anciens, je sais plus qui exactement, peut-être Hachim, je sais plus. Mais il y avait aussi cette mentalité que les acteurs du hip-hop avaient et que les acteurs du R&B n'avaient pas forcément. C'est-à-dire, ils allaient chercher les trucs, ils descendaient coller leurs affiches tout seuls, ils étaient vraiment ils avaient la niaque, ils avaient envie que ça marche. J'ai l'impression. Et nous, du côté du R&B, j'ai pas l'impression qu'il y avait. Est-ce qu'ils sont pas embourgeoisés? Ils se sont pas embourgeoisés. Ils étaient bourgeois dès le départ. Parce que c'est en tout cas ceux qui sont votés. C'est les maisons de disques qui ont mis cette musique en avant. Ouais, c'est ça. C'est pas les artistes eux-mêmes. Il n'y a pas eu de travail d'un. Mais non, mais excusez-moi. En fait, ça n'a pas eu le temps de. Ouais, il n'y a pas eu le temps. Ça n'a pas eu le temps de naître. Ça n'a pas eu le temps d'arriver. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Il est mort né. Et ouais, il est mort. Non, c'est réel. Parce que comme ça, parce que ce que tu dis, c'est vrai dans l'hip-hop. Mais regarde, on a tous, qu'on fasse du R&B ou du rap, on a tous regardé les mêmes choses à un moment donné. Donc, on a vu Hachi pas choper, on a vu tous ces trucs. Il y avait que ça à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le R&B, il n'y avait pas grand chose, donc tu savais même pas. Ça veut dire que quand tu as vu l'émission, moi quand j'ai vu l'émission Je sais pas à choper, c'est simple. Je sais pas, au bout de 3-4 émissions, avec mes potes, on a tourné sur un des cartons. Tout de suite, terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passait. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui va faire la même chose dans le R&B? Parce que c'était pas suffisant, déjà, il y avait rien. Et en plus de ça, quand le mouvement hip-hop est arrivé, on a clairement dit c'est un mouvement indépendant. Il dépendait pas de quelque chose. Alors que nous, quand on s'est mis à chanter, les gens sont tout de suite venus nous récupérer. Parce que c'est de la chanson. En fait, le R&B a toujours été tenu. Mais le R&B, c'est ça. En fait, le R&B, il n'y a pas réellement de... Par rapport au rap, le rap, c'est un mouvement déjà avant même. C'est un mouvement. En fait, le rap, mais pas pour le rap. C'était pour dénoncer. Oui, on va dire hip-hop. En gros, si tu veux hip-hop rap, tu vois. Mais je le rejoins dans le sens où dans le rap, c'est une communauté. Le rap, de base, c'est une communauté, t'as capté, c'est-à-dire que t'as même des dealers, ils sont derrière les, tu vois. En gros, là, il faut dénoncer quelque chose. Et nous, on vit quelque chose. Bon, comment on va se faire entendre? Bon, on va se faire entendre en rappant, t'as vu. Donc en fait, il y a contre-culture surtout. C'est ça. Il n'y a pas cette différence avec le R&B, c'est vraiment entre guillemets la chanson, c'est un divertissement. Donc c'est-à-dire pousser le mouvement à la même hauteur que le rap, c'est impossible. Tu veux dire c'est moins politique. T'as capté, c'est moins politique, c'est moins culturel, c'est moins, tu vois, et c'est moins culturel, c'est moins social. Donc ça veut dire que créer quelque chose à partir de, tu vois, avec peu d'acteurs déjà. Tu vois, dans le R&B, il y avait peu de gens. Donc, créer vraiment, c'est juste. La première compile, elle date de 94. Qui en a entendu parler? Moi, pas moi. Sensitive. Oui, mais dans le grand public, je reviens toujours à la même chose. Qui en a entendu parler? C'était le microcosme. Voilà. Heurté aux médias et ils ont dit, on voulait pas. Voilà. Donc, on est d'accord que je vais revenir toujours à la même chose. Moi, je voyais pas. Il a fallu que Ophélie arrive pour qu'après je vois Mel Groove, ADM, Tribal Jam qui étaient là en 94 mais qui reviennent en 97 et là ça explose. Alors qu'ils étaient là en 94, personne n'est calculé vraiment. Il a fallu qu'ils viennent avec Je te donne mon cœur, la reprise de Womack Woman et là ça a explosé. Après j'ai vu plein de gens. Et ça c'est un bon exemple, tu vois, le Womack and Womack c'est un très bon exemple. On adore ce morceau et franchement big up à ce groupe-là. Ah mais je l'aime. Vraiment. Mais tu comprends que voilà encore ce genre de choix marketing. Où eux, dans l'absolu, ils se disent, nous, on est un nouveau groupe, on n'a pas besoin de vraiment faire des reprises, tu vois. Mais c'est un choix marketing où tu te dis, si tu veux fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, alors qu'ils étaient là depuis 94, ils ont fait la New Jack et ça marchait. Je les voyais pas beaucoup, hein, mais c'est à partir de Je te donne mon cœur. Dès 95, de toute façon, il y a un changement. Moi, je le vois, comme disent, non, si, il y a un changement. 95, il y a Mel Groove, ADM, Tribal Jam. Bien sûr. Tout est arrivé après, tu vois. Mais au début, c'était compliqué. J'avoue, les pionniers, big up aux pionniers, ils étaient là. Franchement, on n'oubliera jamais. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut se renseigner. Big up aussi à Rhoda qui a fait un livre sur le R&B. Elle explique vraiment big up à cette fille. Elle explique. Hein. Tu te rends compte qu'il va. Et big up à ton compte aussi. Big up à toi, parce que tu t'es remis aussi. Bah oui, juste petite parenthèse aussi en y repensant. Aussi, il y a une différence entre la France et les États-Unis. C'est que même les rappeurs, ils ont aussi aidé à pousser le mouvement R&B de ouf par rapport aux collaborations. En France, aux États-Unis justement, par rapport aux collaborations.
parce qu'on en parlait tout à l'heure. L'un servait l'autre. Voilà, l'un servait l'autre. Au départ, c'était plutôt l'inverse. Après, le R&B marchait énormément. Et par exemple, tu vois, moi, j'aime trop LL Cool J, par exemple. Et son album Ten. T'es sûr t'as l'âge que tu dis? Non, ouais, c'est un bon, lui, j'aime beaucoup. Laisse tomber. On va marcher ensemble, Franchement, laisse tomber. Franchement. Sur l'album Ten. Ouais, Ten. J'avais kiffé ton Roll avec Driver LL Cool J. Et moi, j'ai découvert ce son-là, Love You Better, tu vois. Moi, je connaissais Paradise, mais j'étais petit. J'écoutais le son à la télé, j'étais petit. Et quand t'as mis Love You Better, j'ai dit, mais c'est quoi cette chose? C'est quelque chose. Je crois que c'est meilleur, je crois. Ce son, je l'écoute tous les jours, tout le temps. Pharrell Williams. Marc Dorset, ouais. Neptune, c'est Neptune. Marc Dorset qui est au refrain. Et pour dire que, en gros, il y a toujours ce délire de je suis un rappeur, j'ai pas besoin forcément des chanteurs R&B, mais j'appelle, tu vois. Après, c'est une autre époque, c'est avant, autotune, tout ça. Mais nous aussi, hein. C'est vrai. Période où t'étais un rappeur, tu voulais du chant, t'as appelé un chanteur. Ouais, non, c'est vrai. Là aussi, big up aux rappeurs français pour sa Passy, qui est là. Stomy, qu'ils ont mis les filles parce qu'il y avait pas. Mais ça s'est arrêté. Booba qui le faisait avec les Kaina Samet, tu vois, chanter. Mais dès que le rappeur a pu chanter lui-même, au revoir. C'est ça qui est mis sur le côté. C'est ça qui a été encore. En fait, ça participe encore à la. Ouais, voilà. Ça a participé à. L'autotune, il est pour quelque chose. L'autotune, bien sûr. Mais justement, je pense que dans ta génération, c'est ça qui a tout changé dans le game. L'autotune, c'est la merde. Parce que là, du coup, ça fait trop d'offres, en fait. L'autotune, ça ramène trop d'offres. En fait, vous servez. En fait, c'est vraiment. Vous, les chanteurs, vous servez à quoi, là, finalement? On n'a pas besoin de vous, en vrai. Parce que le rappeur, parce que c'est un truc de fou. Le rappeur, mais quand il se met à chanter, il sait même, on le connaît pour ce hit-là, alors que de base, il est même pas dans ce style-là. Il y a un petit message quand même aux chanteurs et souvent driver. Vous savez chanter, mais pas comme les chanteurs, donc calmez-vous. Essayez quand même d'appeler. Les gens se sont habitués à ce son. Ouais, mais les habituellement, justement, VR, là, j'allais dire un truc, je vais pas citer le nom des artistes parce que c'est des gens que j'aime bien et tout, mais il y a quelques années, donc récente, il y a pas longtemps, il y a un rappeur qui a fait un son avec une chanteuse au refrain. J'ai vu les commentaires. Oh, à l'ancienne! Genre, on dirait que t'as pas le droit. T'as plus le droit de faire ça. Mais grave, ça, j'aime pas ça. T'es rappeur, tu dois chanter toi-même le refrain. Et là, il a invité une chanteuse, on lui a dit à l'ancienne. Ah ouais, ça je déteste. C'est incroyable. Mais de toute façon, ça revient à ce qui se passe sur Internet. Maintenant, quand tu fais un commentaire un peu de sage, les petits jeunes, ils disent ouais, c'est bon. J'ai une question. J'ai une question pour vous. Joey. Hamza, c'est du R&B? Oui. Hamza a des influences R&B. Hamza peut faire des sons R&B, mais Hamza n'est pas un chanteur de R&B. C'est ça le problème. On va encore revenir à ça. Avoir des influences et être, ce n'est pas la même chose. Ok, mais nom de Dieu. Il prend l'autotune. Si on enlève l'autotune, on lui fait un titre R&B skills, il saura le faire. En fait, le tout, c'est de dire est-ce que c'est un chanteur déjà? Est-ce que c'est un chanteur? Merci. Je pose la question parce que VR, je le connais pas. Vraiment, je le connais pas. Qu'est-ce que vous voulez? On l'a jamais entendu. Moi, je sais pas en fait. En fait, VR et Dieu, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Comment ça? En fait, comment? En fait, par rapport, je comprends pas ce que vous voulez. En fait, par rapport au R&B, qu'est-ce que vous voulez? En fait, vous voulez quel type d'R&B? Vous voulez que nous, les chanteurs entre guillemets de cette génération fassent quoi? Du slow jam? Non mais attention, tout à l'heure j'ai dit à partir des années 90 il y a eu un courant qui a été, une couleur qui a été créée. Voilà, ça c'est le R&B qu'on connaît. Ça c'est le R&B qu'on connaît. Je te parle pas du rhythm and blues. Cette couleur là, est-ce que tu penses que aujourd'hui Hamza là? Non. Maintenant, regarde, tu nous demandes ce qu'on veut. Alors, sa musique, comment tu vois un nom? Les gars, on arrive vers la fin. Une partie 3. J'ai l'impression qu'il faut relancer. Le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, aujourd'hui, là, nous, on avait nos références, nous. Vous avez des 25, 26, 27, on va aller jusqu'à la trentaine. Il n'y a pas d'artistes R&B aux États-Unis qui font du R&B? Je demande, hein. Les Eric Bellinger, les Omarion, tous ces gens-là, ils font quoi? Ils font de la soukous. Exact. Jacouille, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez le même modèle que nous, mais vous faites autre chose. Et vous continuez à appeler ça parle-nous R&B. C'est ça que je demande. Ça veut dire que... Je veux pas lancer un autre débat, mais le rap, c'est pareil. Ouais, le rap, c'est pareil. C'est la même chose. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça, en fait, frérot. Ça veut dire que le style, même en fait ceux qui ont entre guillemets créé ce style-là, continuent à l'exercer et à le faire comme il est, comme on le connaît.
Mais vous venez faire autre chose que ça. Et vous appelez ça du même nom. Demande-lui, mais les jeunes, vous voulez quoi? Ouais, les jeunes, vous voulez quoi? C'est vrai, les jeunes, vous voulez quoi? Vous acceptez, frérot, acceptez que vous faites de la musique hybride. Quand vous faites du zouk, je fais du zouk. Quand vous faites du R&B revisité. Non, mais je pense que cette époque, malheureusement, je vais essayer d'être court, mais malheureusement, cette époque-là, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme tout en fait, ça veut dire que ça change. Avant, on allait à un concert de rock, un rocker ça s'habillait comme ça, un skater ça s'habillait comme ça, un truc. On est dans une époque. Non, je sais, hein, mais c'est l'évolution. Je suis complètement d'accord. Il y a l'évolution. Je suis obligé de te couper. Il y a l'évolution, mais quand tu fais du zouk, c'est du zouk. Non, mais je suis d'accord avec toi. Chris Brown a fait de la dance. C'était de la dance. Non, mais je suis d'accord. Quand il y a le mélange, comment on fait? On va appeler ça un autre truc, mais pas. C'est pas possible. C'est de la musique métisse. Non, je vais donner un exemple spécial, mais quelqu'un qui boit un whisky coca. Ouais. Ça s'appelle whisky coca. Il y a du whisky, il y a du coca. C'est pas du coca, c'est pas du coca. Les gens vont dire il a bu de l'alcool. Ils vont pas dire il a bu du coca. Ils vont dire il a bu de l'alcool. Mais aucun des deux s'appelle l'alcool. La dominante. La dominante. C'est la dominante. Et si la dominante est du zouk, on appelle ça. Si la dominante est du zouk, tu dis zouk. Ouais, voilà. Si la dominante est R&B, même si c'est mélangé avec du zouk, tu dis R&B. Non, mais je pense que intuitivement, les gens font comme ça. C'est la dominante qui gagne. Appelez ça musique hybride. Tu as le mot de la fin? Mes amis. Il est en train de DM qui là? Non, je recherchais un des titres de l'album d'Aphrodisiaque que j'ai kiffé. J'ai plus le nom. Tu peux nous chanter une chanson? Je peux dire le nom. Attends. Tout à l'heure, tu m'as parlé de La Rue. Ouais, je parlais de La Rue. Oublie son nom. Je mélange avec des tracks à moi. Tu mélanges tout là. Attends, t'inquiète. Lequel bon, c'est pas grave. Il y en a trop, c'est pour ça. Il faut conclure cette émission, il faut conclure. T'es une légende, il faut te saluer, il faut t'applaudir. Big up à tous ceux qui ont fait le R&B en France. Big up. Qui ont essayé, mais qui ont marqué. Ouais, parce que justement, ça n'a pas porté ses fruits. Mais par contre, moi, je voudrais. Vas-y, je vais te laisser. Dire quand même un truc général, c'est que, bon, c'est vrai qu'on fait ce débat-là, on parle du R&B mort ou pas mort. Et franchement, t'as 27 ans, moi je t'encourage. Mais grave. Ce qui se passe vraiment, je dis, tous ceux qui, Dadju, Taïk, tous les mecs qui sont venus après, là, tous ceux qui sont là, franchement, on est fiers d'eux. On est fiers de ça. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont poussé le truc, ils l'ont ramené à un niveau plus loin. On n'a pas parlé de Nov, il est venu un petit peu après, mais il a fait beaucoup. Le premier, on a parlé beaucoup de Nov. Il y a beaucoup de choses. Grand soldat. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et même si les gens mélangent, parce qu'à un moment donné, il y a les tendances, et il y a un côté économique dans la musique qui est inévitable, nous, on big up tout ce qui se fait et qui est beau. Et qui est de la musique. N'oubliez pas. Voilà, c'est un héritage. Le R&B à 20 ans, c'est cette année ou l'année prochaine, et là, vous verrez qu'il y aura un truc. Vous verrez que le décor va faire un truc. Le R&B aussi a participé. On va rigoler. C'est chaud, ça. Le R&B aussi. Non, c'était chaud. Mais c'est ça aussi. En fait, c'est ce que je disais au départ. En fait, on a. C'est bon. Voilà, moi je te dis partie 3. Vers partie 3. Partie 3. R&B, vous voulez jamais arriver. On est pire que les rappeurs. Vraiment, je confirme. Comme disait Doc Gynéco, classez-moi dans la barrière. Voilà. La vérité. Toi, t'es une légende en devenir. On t'applaudit, mon frère. Ouais. Merci. Monsieur, tu es légendaire, monsieur Vert. On parle R&B et tout ce que t'as fait. Merci. C'est quelle fin expéditive? Attends, on a nos anciens qui nous attendent. Qui passe? Ils peuvent nous engueuler si on va faire comme ça. J'avoue. Ton site est légendaire. Big up à tous les anciens R&B. Voilà. Et monsieur, t'es en train de devenir. Tu vas y arriver. Par la grâce de Dieu. Non, il a tout. T'es fort. T'es fort. Non, t'es fort, mon frère. Moi, je t'ai vu sur scène. Merci beaucoup, c'est gentil. Maintenant que je connais sa mentalité, là, je veux mettre plus de zouk R&B à faire R&B sur ma page. Moi, je tiens à dédicacer cette émission à Mag, Youno et à Lincha. Yeah, Shaolin. Big up, Lincha. Big up. J'espère qu'on en fera une autre. Elle a pris sa place, direct. Eh les gars, venez on s'associe, on fait la récré à Rémi. On va s'associer. C'était la récré, vous savez ce que vous avez à faire, vous participez au débat dans les commentaires, on vous lit et voilà. On se dit à la semaine prochaine.